Salut tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on vous parle de la Palme d'Or à Cannes 2026. Il s'agit de Fjord, le nouveau film de Christian Mungiu, avec Sebastian Stan et Renate Reinsve. Donc du coup c'est un film qu'on a beaucoup aimé, qui nous a particulièrement touchés par les questions qu'il pose sur nos valeurs et le conflit qui peut parfois surgir entre nos valeurs intimes et celles de la société. Et c'est un film qui ne donne pas de réponse toute faite, mais qui nous pousse à questionner nos propres certitudes. Et du coup on vous raconte pourquoi on a beaucoup été marqué par Fjord. Et c'est maintenant, c'est parti. Et il faut pas fuir tout de suite parce qu'on a dit Palme d'Or, parce que souvent Palme d'Or, Festival de Cannes, ça peut souvent résonner comme ronflant pour certaines personnes, mais en vrai, il y a autant de palmes d'or passionnantes que des palmes d'or un peu plus, on va dire, élitistes ou exigeantes, mais là, ça fait partie des palmes d'or très accessibles, je trouve. Et, et même que ce soit dans la mise en scène ou dans le sujet, et ça fait partie de ces films qui font se questionner beaucoup, s'interroger sur soi, ou même à la fin en parlant avec les gens, et ça, c'est toujours intéressant dans les films. Et dernièrement, parce que lui, il a eu une deuxième Palme d'Or, ce réalisateur. Il avait déjà eu en 2007 pour 4 mois, 3 semaines et 2 jours, qui parlait de l'avortement sous la dictature communiste de Ceausescu, parce que c'est un réalisateur roumain, donc il a l'habitude de faire un cinéma par rapport à son pays. Et donc du coup, il rejoint le cercle assez fermé des réalisateurs qui ont eu plusieurs palmes. Et moi, ça m'a fait penser un peu à Ruben Östlund, qui a eu 2 palmes d'or, mais en moins de 5 ans, je crois, dernièrement. C'est celui de The Square. The Square et Triangle of Sadness ou hashtag sans filtre, ça dépend des pays. Il est suédois ou... Oui. Et du coup, ça fait partie un peu des... À vérifier, mais oui, je suis quasiment sûr que c'est suédois et pas norvégien. Mais il fait partie de ces réals qui ont justement un peu ce côté un peu satire de la société. C'est un peu plus grinçant, on va dire, ou un peu humour noir ou humour... Pour Ruben Östlund. Ouais. C'est très, très cynique, mais ça rit un peu jaune. Enfin, c'est pas du tout à comparer avec celui-là, mais c'est quand même des films qui, quand tu sors de la salle, tu te dis comment j'aurais agi dans ces moments-là, ou ça te questionne. Il avait fait son film Snowtherapy, qui était sur un père de famille qui abandonne sa famille au moment où il y a une avalanche qui tombe sur un chalet, et finalement l'avalanche ne fait pas de dégâts à personne, sauf que du coup ça a rompu quelque chose dans la famille, parce que le père qui représentait ceux qui devaient protéger la famille entre guillemets était parti, du coup le couple se disloque, les enfants, enfin bref. C'est des portraits de société et des portraits intimes. C'est ça. Mais du coup ce film m'a vraiment fait penser, pas du tout dans le style ni dans la réal, mais en tout cas dans cette mouvance de plus en plus de films qui finalement ont souvent des récompenses avec des sujets intéressants comme ça. Et la particularité du réalisateur, c'est qu'à la base, il est journaliste, de ce que j'ai effectivement lu, et on sent qu'il a une approche documentée, presque documentaire aussi, de sa filmo. Mais si tu veux, et peut-être comme on est au début de l'épisode, on pourrait présenter un synopsis rapide. Ouais. Alors, les Georgiou, je crois que ça se prononce comme ça, hein, pas Georgiou. Ouais, les Georgiou. D'ailleurs, on les reprend souvent dans le film. Ouais, c'est pour ça. Donc, est un couple roumano-norvégien. Donc, lui est roumain, elle est norvégienne. Ils sont très pieux. C'est une famille vraiment traditionnaliste. Ils sont protestants. Et ils s'installent dans un village vraiment au bout d'un fjord où ils se lient rapidement d'amitié avec leurs voisins. Leur voisin étant d'ailleurs celui qui s'occupe de l'école où vont les enfants. Donc les enfants des deux familles deviennent très proches malgré des éducations qui sont différentes. Et lorsque le corps enseignant découvre des ecchymoses sur le corps d'Elia, l'aîné des enfants Georgiou, la communauté se demande si l'éducation traditionnelle que les enfants reçoivent de leurs parents pourrait en être la cause. Ouais, c'est très bien, ça révèle rien. C'est le synopsis officiel. Mais donc du coup, ça va être deux visions qui vont se confronter dans le film. Et donc, avant toute chose, parce qu'il y a besoin de spoiler pour parler du film, mais du coup, on va juste donner un avis rapide. Un avis rapide à chaud, et comme ça, après, on pourra aller dans le vif du film par la suite. Alors, moi, j'encourage complètement d'aller le voir, comparé à tout un tas d'autres Palmes d'Or. Je trouve que, franchement, il est très accessible, et il est bien mis en scène. On est attaché par les personnages, etc. Et on veut voir où ça mène. Et
surtout, ça fait poser plein de questions et ça stimule l'esprit. Enfin, franchement, en le regardant, ça. Et il risque de faire pas mal parler, peut-être sous forme de polémique, parce qu'il peut être tranché. Mais en fait, quand on écoute les interviews du réalisateur, c'est un réalisateur très nuancé, qui cherche pas du tout à trancher dans le vif du sujet, enfin de dire ça c'est ma vérité et vous l'avez comme ça sur un plateau d'argent. Non, c'est vraiment d'inviter le spectateur à se faire ses propres avis, ses propres questionnements. Et d'ailleurs, j'ai lu que le réal veut que les gens réfléchissent à la fin du film et qu'il aurait eu l'impression d'avoir échoué si le film ne faisait que confirmer aux spectateurs les idées qu'ils avaient déjà avant d'aller voir le film. Donc le but, c'est un peu de les bousculer. Les bousculer, quoi. Concernant mon avis, d'ailleurs, je te félicite, t'as fait un avis rapide cette fois. Pour une fois, oui. J'ai vraiment adoré le film, même si c'est un film qui peut être par moments cruel, tant pour les personnages que même pour le spectateur, hein, parce que je me trouvais parfois malmenée dans ce que je pouvais ressentir. Je fais juste une aparté, c'est assez stressant, il ne faut pas aller le voir parce qu'à la sortie, il y avait des seniors qui étaient à côté qui disaient qu'ils avaient été décontenancés par le film parce qu'ils avaient trouvé ça très stressant, ils s'attendaient à voir une famille dans un fjord, un truc palpitant, mais en fait voilà, il faut voir aussi il faut se renseigner avant d'aller voir le film, quoi. Donc en tout cas un film très très bien réalisé, avec une photographie magnifique, des acteurs qui jouent très bien, un scénario très bien écrit et c'est exactement ce que tu disais et donc on revient sur le fait que Christian Mungiu a été journaliste par le passé. On sent qu'il ne veut pas imposer. En tout cas, il propose avec l'image et le public est assez libre de ce qu'il peut penser derrière et j'ai trouvé ça vraiment intéressant et passionnant. On ne sort pas indemne de ce film, quoi. Voilà. Ouais, donc on vous invite à le voir. L'année dernière, on avait vu Un simple accident. Ouais. Donc la Palme d'Or. On avait aussi adoré. Qui était vraiment très chouette. Je pense que je préfère lui, Un simple accident. Ça n'a rien à voir, c'est pas comparable. Mais... Et avant, il y avait Anora, que tu n'as pas encore vu, je te montrerai. Et Anora, pareil, très accessible. Et pour le coup, avec beaucoup d'humour et qui était très particulier. Mais je pense que voilà, des Palmes d'Or, il y en a de plus en plus qui sont toujours intéressantes. Et c'est jamais des films trop élitistes comme on pourrait penser avec Cannes. Ou peut-être que ça a évolué sur les dernières années. Non, après, parce que Anatomie d'une chute, il y a eu Parasite quand même qui a eu une Palme d'Or. Parasite, c'est l'un des films qui a été le plus vu, enfin un film coréen qui a été le plus vu par une majorité de personnes. Il y a Pulp Fiction, il y a eu Apocalypse Now, Taxi Driver, donc ça c'est pour les plus anciens. Après, il y en a toujours qui sont des fois un petit peu, voilà, c'est un peu à la marge, qui font pas faire autant parler, et on peut se dire c'est peut-être injuste. Moi je sais que Titane m'avait questionné pas mal, c'était film de Julia Ducournau, qui était presque, qui était un film gore de genre, et j'étais vraiment surpris de voir ça en Palme d'Or, quoi. Ça semble inconcevable presque, mais au final, ça montrait leur ouverture à récompenser de plus en plus de films un peu dissonants. Après, ça dépend vraiment des jurys à chaque fois. Donc, mais en parlant de Cannes et des Palmes d'Or, je te l'ai dit à la sortie du film, ce film m'a aussi fait vraiment penser à Anatomie d'une chute, puisque c'est également un film de procès. Dans la manière dont ça a été construit, donc on vous redit, on commence la zone spoil. Ouais. Il y a un procès, c'est pas le gros du film, mais c'est quand même une grosse partie, mais c'est pas l'entièreté du film. Oui, c'est pas l'entièreté. C'est pour ça qu'on pourrait pas dire que c'est vraiment un film de procès, mais il y a un procès. Et surtout, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé, même si on a de gros doutes et même si je pense on pense quand même qu'il y a effectivement de la maltraitance sur les enfants par les parents, mais il y a cette même manière de filmer ça un peu dans le mode un peu thriller. Je sais pas. Moi, ce que je retiendrai, ça serait que la mise en scène, en fait, elle est objective. Donc, c'est-à-dire que c'est presque tel un documentaire, parce qu'il pose sa caméra, il fait défiler une scène, donc il y a un côté très plan-séquence, mais en même temps, quand on parle de plan-séquence, souvent c'est
quelque chose de virtuose où la caméra bouge dans tous les sens. Non, là, c'est plutôt des plans, j'allais dire fixes, non, parce que Il y a toujours, pas que des plans fixes. il y a toujours quelqu'un qui tient la caméra, Ouais. donc même quand c'est pas en mouvement, vous aurez quand même les petits tremblements qui sont pas excessifs, hein, mais qui montrent que la caméra est avec les personnages, elle se met à hauteur des personnages, et des fois il va bouger dans la scène et créer un autre plan, en fait. Et donc du coup, il y a quand même une scénographie, en tout cas une construction au niveau de la mise en scène qui est très forte, mais pourtant dans la réal, il n'y a rien qui, comme ça, à première vue, va transfigurer comme quelque chose de genre ultra virtuose ou une mise en scène. Justement, presque il veut qu'on oublie la mise en scène pour rentrer plus dans le film, et ça marche super bien parce qu'on oublie complètement en fait que c'est un film. On a l'impression d'être avec les personnages. Sébastien Stan, c'est quand même un ancien acteur d'Avengers. Ne dis pas ancien, il doit revenir prochainement. Je crois qu'il est dans il continue Doomsday. du coup, je sais plus. J'ai tellement décroché moi des Marvel. Mais du coup, quand tu regardes le film, tu ne penses même plus à ça, quoi. Il s'est complètement il a changé. été grimé, c'est-à-dire on lui a un peu... on lui a juste mis une calmétie naissante, enfin plus que naissante. Je crois qu'il s'est carrément rasé le crâne, et je crois qu'on lui a aussi un peu dégradé les dents pour qu'il n'ait pas le beau sourire hollywoodien. Il a des lunettes et il est habillé un peu de façon... vieillotte, quoi. Mais alors, on le reconnaît. Oui, on reconnaît, mais bon, ça serait un peu excessif de dire qu'il est pas si t'es pas très familier avec l'acteur, à aucun moment tu pourrais te dire ah purée, c'est lui. C'est le soldat de l'hiver, quoi. Alors que dans A Different Man, où il joue avec Renato Renzve, d'ailleurs. Ouais, où il y a toute une histoire où en gros il était atteint d'éléphantisme et un jour on le soigne et du coup après il est en rivalité avec une vraie personne qui a une difformité. J'ai dit éléphantisme, je ne sais pas si c'est le terme vraiment scientifique pour dire ça, mais où du coup là, c'était toujours Sébastien Stan. En Trump, dans le film The Apprentice, il avait réussi quand même à pas mal se grimer. Il faisait pas du mimétisme de Donald Trump, mais il arrivait à se l'approprier de manière à le jouer à sa manière, mais il y avait quand même des petites mimiques par-ci par-là. Il était assez fort et il arrivait à faire oublier aussi son personnage de Sébastien Stan. Et on voit quand même que c'est un acteur qui est intéressé par faire des rôles intéressants, quoi, pour aller chercher un acteur de Festival de Cannes, parce que c'est un habitué du Festival de Cannes, le réalisateur de Fjord. Monju. Oui, je me suis pas risqué à écorcher son nom. De ce que j'ai vu en conférence de presse, en fait, ça fait depuis longtemps qu'ils veulent travailler ensemble, au moins. Oui, c'est ce que ça laisse transparaître, quoi. Parce que Sébastien Stan est roumain, et sa famille a dû certainement émigrer aux États-Unis. Suite ou pendant la dictature en Roumanie. Donc, c'est quelqu'un qui est intéressé depuis assez longtemps au cinéma de Cristian Mungiu, et il y avait un vrai désir de travailler ensemble. Et donc, ce qui a été effectivement dit dans cette conférence de presse, et Cristian Mungiu a juste envoyé 3 pages d'un début de scénario à Sébastien Stan, qui a dit OK tout de suite. Donc ça, on sent qu'il y a une vraie envie de concrétiser un projet ensemble, quoi. Mais en tout cas, oui, voilà, on croit totalement à ce qu'on voit, et on oublie l'acteur, et on voit vraiment ce couple roumain-norvégien qui fonctionne très bien. Ouais. Et d'ailleurs, même son accent, il l'a modifié. Et on y croit à fond. Ouais. Et du coup, voilà, ces cadres dans la mise en scène, il y a un côté très naturaliste, mais en même temps, le cadre évolue, la photographie est quand même soignée, donc du coup, c'est naturaliste, mais quand même avec un surplus, on va dire, d'esthétisation, mais sans que ce soit trop esthétique et que ça prenne le pas, quoi. La lumière est magnifique. Après, voilà, la Norvège, pour ça, c'est réputé pour avoir une très belle photographie, très belle lumière, je veux dire, la nuit, le soir, etc. Là, il y a beaucoup de tons bleutés, donc très froid de l'extérieur, et en même temps, le côté chaleureux peut être à l'intérieur des maisons, mais c'est typique des pays nordiques, comme ça, où c'est toujours un contraste intéressant. Et Renato Renzve, c'est vraiment une actrice qu'on est toujours content de retrouver. Hein. Tu l'as vu récemment dans Backrooms. Ouais. On a fait un épisode. Dans Backrooms, elle n'est pas spécialement marquante, mais par contre, dans Julien en 12 chapitres, c'est là qu'elle a eu le prix d'interprétation à Cannes, à l'époque. C'est son premier vrai film, parce qu'avant, elle a été juste en apparition dans un autre film de Joachim Trier avant.
mais on l'a capté à peine, c'était presque une figurante. Et après, dans voilà, Valeurs Valeur sentimentales. sentimentale. Donc ça y est, maintenant, Donc magnifique elle dedans. est imposée à Cannes, enfin, elle est installée quoi, à Cannes, dans le cinéma à la fois hollywoodien, international, et en même temps dans son propre pays, en Norvège. Donc on va la voir de plus en plus, et elle est talentueuse. Alors après, justement, dans le jeu, comme il y a ce côté justement caméra objective, genre vraiment d'être posé et de laisser durer les scènes, on a presque l'impression qu'il y a plein d'ellipses, ou en tout cas de hors-champ, Mm. parce que justement, il prend pas le point de vue directement des personnages. Alors, si c'était subjectif, la caméra continuerait de les suivre, on aurait le moment où il y aurait eu la violence présumée ou pas. euh, dans le film, on nous aurait filmé ça, on nous aurait expliqué les choses, la caméra était plus proche des personnages, proche des visages pour voir leurs émotions, etc. Et le film, il y a cette espèce de retenue où il est un peu en retrait pour les filmer, des fois parfois de dos, parfois agir, mais il y a vraiment un côté... euh, la situation se passe et on garde notre distance, on ne sait pas tout sur les personnages, on en sait presque autant que... Le spectateur en sait autant que la caméra lorsqu'elle est avec les personnages, mais on n'a pas toute leur vie autour. Et c'est une autre manière de fonctionner. Quand on parlait de l'Odyssée, par exemple, de Christopher Nolan, où il y avait beaucoup de coupes toutes les quelques secondes, et Oui, beaucoup là, de chant contre chant, etc. Là, c'est vraiment diamétralement opposé. ouais. C'est une autre manière de... Normale, mais c'est une autre manière de filmer. Et à Cannes, il y a beaucoup de films qui peuvent être comme ça aussi, qui veulent faire durer leur plan, mais les faire respirer, les faire vivre. Oui, c'est des plans qui sont assez longs, mais c'est pas un film dans lequel, en tout cas moi, je me suis ennuyée parce qu'il y a malgré tout beaucoup de choses qui s'y passent. C'est vrai, c'est un film assez dense. Il y a beaucoup de personnages puisqu'il y a effectivement cette famille. Donc c'est Mireille et Lisbeth avec leurs 5 enfants, dont un bébé. Il y a également la famille voisine avec l'adolescente Nora qui se lie d'amitié avec Elia et Timothée qui sont les Mhm. aînés. Il y a aussi les professeurs de l'école, tout le système de l'aide sociale à l'enfance qui va intervenir lorsqu'on va les soupçonner de maltraitance. Donc il y a aussi Ake ou Oke, je sais pas comment Ah on oui, dit, oui, qui est le père du le proviseur grand-père. et voisin de la famille. Et il y a quand même toujours en fait quelque chose qui se passe à l'écran. Il y a toujours matière en fait à proposer une action, mais dans un cadre qui est relativement lent et étiré. Mais en tout cas, moi, je me suis vraiment Non, pas non, et justement, ennuyée. comme tu disais, les plans sont longs, mais les scènes ne sont pas longues. Au début, par exemple, C'est ça ça. s'enchaîne. Il y a pas, finalement, c'est l'anti-film d'auteur où, par exemple, tu vas avoir un plan séquence qui va durer peut-être 5 minutes non-stop. Là, en vrai, les plans s'enchaînent au début, les uns après les autres, et même on sent qu'il y a plusieurs jours, voire semaines, des fois, Oui, il qui y a des s'étalent ellipses. Effectivement, sur on va, quelques plans, quoi. l'histoire semble durer presque une année scolaire. Il y a 3 ellipses fondues, non pas fondues au noir, mais des moments où on a un fond noir pendant quelques secondes qui est un peu plus long que le reste, et Mhm. on sent que on saute une saison presque d'un coup, Mhm. quoi. Et ça fait des repères temporels sans avoir à expliquer à chaque fois. Mais après, le film est bourré de narration visuelle. Par exemple, le moment où la, la psychologue de la Gunda, je crois qu'elle s'appelle. mais pas son nom, mais l'organisme du coup De l'ASE, la ouais. de la défense des enfants. Ouais, l'aide Euh, sociale à l'enfance. Quand ils viennent chez Lisbeth pour, pour lui dire en gros qu'il y a un problème et que les enfants vont être enlevés, etc., Mhm. ils sont installés dans le salon, comme ça, on voit la fenêtre en arrière-plan. Et au moment où ils montrent en gros toute la machinerie S'installer, ouais. suédoise, norvégienne, s'installer, d'un coup, il y a le drapeau norvégien qui se Norvégien. met à se dresser et Ouais, qui ça prend c'était bien presque tout fichu. le cadre, et tu te dis, ça peut pas être un hasard. Ça a vraiment été fait pour presque placarder comme ça. Genre, voilà, c'est en gros le pays qui est en train d'être à l'œuvre pour faire mettre en marche en gros quelque chose. Alors, oui et non, dans le sens où moi j'ai trouvé ça aussi intéressant que cette famille alors même si elle est norvégienne, lui il est roumain, mais c'est quand même finalement une famille qu'on considère d'immigrés,
puisque en fait Lisbeth et Mireille se sont rencontrés, de ce qu'on comprend, en Roumanie, donc ils y ont vécu quand même en Roumanie. Les enfants ne savaient pas parler norvégien, donc ils sont venus s'installer dans cette petite ville norvégienne. Et moi, j'ai plus vécu ce moment-là comme un peu une forme de... c'est une famille qui a envie de s'intégrer, qui a ce drapeau norvégien, et finalement, y a ce contre-pied-là, où cette famille, elle essaie d'être discrète, elle essaie de s'intégrer, elle travaille, et elle a le drapeau sur sa maison, et finalement on va pas les considérer après, comme étant intégrés. Moi j'ai cette double lecture-là. Oui, il peut se dresser par rapport au personnage de Renate et pour dire ben non, on est là et on essaie de faire les choses bien. Mais dans tous les cas, le mouvement du drapeau crée une narration visuelle en plus Oui. Du discours. Ben, ça crée du mouvement, et effectivement ça rend la scène... il y a quelque chose qui se passe en plus que trois personnes qui sont en train de parler, quoi. Et pareil pour les avalanches, où il y a presque une non-réaction à chaque fois qu'il y a une avalanche, mais du coup qu'il y a presque ce côté passif de voir comme ça la montagne qui du coup... Oui, et alors là encore une fois, j'ai l'impression que c'est assez symbolique, et qu'il l'a fait à des moments très particuliers. La première fois, c'est, si je me trompe pas, hein, c'est quand les enfants arrivent dans l'école, il y a une petite avalanche. C'est comme s'il y avait un peu un choc qui se... ouais, dans cet endroit, dans ce fjord, en gros, il y a quelque chose qui a déstabilisé, mais c'est une petite déstabilisation à ce moment-là. Et à la fin, c'est quand Ake, donc le père du proviseur, c'est ses derniers moments où il est peut-être déjà mort, et là, c'est un bousculement, et c'est à peu près aussi au même moment où le procès pénal va arriver. Et où il risque d'aller en prison. Et où il risque aussi d'aller en prison. Donc c'est comme si quelque chose lâchait, et que tout ce qui avait essayé d'être contenu sur les 2 heures de film, on n'arrive plus à le contenir. Donc j'ai l'impression que Moon Joo met énormément de symbolique dans son film. Alors, mais de manière subtile, quoi. Ouais, on l'a pas dit, mais en fait, moi je découvre ce réalisateur, je crois que toi aussi. Oui, donc oui, à voir s'il a déjà utilisé ça par le passé dans d'autres de ses œuvres. Et ce qui est sûr, c'est que ça donne en tout cas envie de connaître sa filmographie. RMN, ouais, je suis vraiment curieux de voir son dernier en date. Et sur le côté symbolique aussi, alors c'est des moments que toi, tu as plus repéré que moi, c'est quand il y a les 2 jeunes filles qui marchent sur l'eau. Alors à des moments, à un moment donné, il y a la fille marche sur l'eau alors qu'elle passe à côté du ponton. Et du coup, elle lui dit ouais, c'est magique ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus ce qu'elle dit dans la conversation. Je te montrerai comment on fait ou un truc comme ça. Ouais, sachant que son frère dit ah mais c'est n'importe quoi, elle marche pas sur l'eau. Donc ça, encore une fois, c'est une scène qui laisse un peu mais visuellement, c'est la seule qui ne marche pas sur le ponton pour aller rejoindre le bateau. Donc oui, non, c'est mais impossible autrement que... Là, encore une fois, il intègre du symbolisme en se disant mais chacun peut faire sa propre opinion. C'est-à-dire que soit il y a vraiment un truc, mais vu que son propre frère est incrédule, tu vois, c'est pas comme si... normalement, quand on marche sur l'eau, c'est de l'ordre du miracle. Donc son frère devrait être complètement halluciné, tellement il est... Non, mais c'est pour ça, c'est symbolique, en fait. C'est pas vraiment qu'elle marche sur l'eau, mais en fait, c'est ce que ça veut dire. C'est la connexion qu'elle a eue à ce moment-là avec la voisine, presque. Il y a un début de connexion, et à la fin, c'est la voisine, du coup, norvégienne, qui essaie de la rejoindre... quand ils sont en train d'évacuer le bateau et qu'on la voit marcher sur l'eau, et on se dit mais à quel moment elle va tomber dedans, et en fait elle tombe pas, et elle reste debout, et on comprend en gros c'est au moment où elle fait sa déclaration d'amour entre guillemets, sans doute qu'elles ont déjà discuté avant, mais du coup qui montre qu'en gros elles auraient été en fusion à ce moment-là, enfin en fusion, je veux dire qu'elles auraient été connectées, ou en gros elles auraient eu la communication, en tout cas spirituelle, ou en tout cas quelque chose qui fait qu'elles se seraient comprises, et qu'en gros c'est là où le film... Tu peux pas de manière aussi binaire dire que c'est une vision réactionnaire, traditionnaliste, conservateur versus une vision progressiste, bien pensante, woke ou un truc comme ça, de manière cliché, tu vois, de renvoyer dos à dos 2 extrêmes. Quand la fin du film, finalement, c'est un discours plutôt sur la communication entre ces enfants qui, du coup, auraient pu se comprendre. La fille de la famille, du coup... de la famille roumano-norvégienne. Qui, du coup, vu qu'elle est très, très pieuse, etc., à première vue, elle aurait peut-être pu rejeter, en gros,
cet amour, mais c'est pas le cas. Et donc, du coup, ça montre un pas en avant euh, qui montre qu'elle n'est pas ancrée comme les parents Mhm. dans ses convictions, etc. Et donc, tu vois qu'il y avait une communication possible et que c'est peut-être une manière de dire, en fait, voilà, vous avez perdu votre communication, votre manière de parler, de rester nuancé, et que et qu'il y Mhm. a, il y a, il y a deux camps qui s'affrontent, qui partent dans des visions extrêmes, et alors qu'en fait, il Ouais, faut qu'il y ait la discussion, la communication, quoi. c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que d'un côté, il y a Noura, donc, qui est la fille du proviseur, qui, euh, qui on sent au fur et à mesure du film, qui sort de la rationalité ambiante qui finalement est imposée par sa famille, un peu la société, pour toucher un peu du doigt une forme de spiritualité. Donc c'est le pas qu'elle fait vers Elia. Et Elia, elle, euh, et c'est rigolo quand tu dis c'est la seule à pas marcher sur le ponton. Oui, c'est comme si en fait elle faisait un pas de côté et qu'elle commençait à sortir un peu de l'éducation religieuse que sa famille lui avait donnée pour dessiner son propre chemin. Et toutes les deux, c'est comme si elles avaient fait une sorte de petit miracle. Et il manquait peu de choses pour qu'en fait ça fonctionne et ça aboutisse à un gros miracle. Et en fait, on dit beaucoup que le film est politique, il dévise, etc. Moi, je trouve que c'est surtout un film qui montre la difficulté actuelle à dialoguer euh, Et à entre rester dans la différentes nuance. communautés, à rester dans la nuance, à chercher à se comprendre, à chercher à être dans l'empathie, parce que finalement, les seuls qui arrivent à se comprendre, ce sont les enfants. Et comment ils arrivent à se comprendre, c'est ben, en traçant un peu leur propre chemin. Les enfants qu'on met de côté assez vite dans le Assez film, vite, oui. et qui du coup créent effectivement cette absence ou ce vide une grosse partie du film. Mm. Euh, et ça crée vraiment ce contraste, quoi. On ne demande pas l'avis des enfants, et en fait, c'est comme si voilà, c'est les acteurs, et en gros, on les écarte complètement. Et en gros, ça se reproduit, enfin, ça se reproduit, ça se retranscrit à la fois à l'écran, Ouais. comme dans la réal. Ouais, ça, j'ai été quand même frappée. On dit que le système norvégien veut être dans l'intérêt de l'enfant, mais à aucun moment on les écoute vraiment, que ce soit Elia et Timothée sur bah, ceux qui veulent, est-ce qu'ils veulent rester avec leur famille ou pas, et Noura, qu'est-ce qu'elle veut vraiment. C'est, on est sur pas seulement la critique de la Norvège, parce que finalement Bah, ils c'est la demandent quand même même chose aussi dans la famille traditionnaliste, où finalement on laisse pas la parole aux enfants et à des enfants quand même âgés qui semblent enfin qui semblent être adolescents et donc en capacité aussi à pouvoir décider pour eux-mêmes. Mais ils montrent Donc quand même une ça c'est grosse vachement intéressant. hypocrisie quand même. Et c'est hyper Parce hypocrite. qu'ils te montrent les voisins, même si elle l'aide en tant qu'avocate, la famille, tu sens quand même qu'elle n'est pas totalement claire avec ça. Enfin, je veux dire, elle le fait presque plus pour sa carrière, Ah, et je l'ai pas ressenti un comme petit peu ça. quand même sur la fin, genre quand il commente la vidéo du moment où elle est dans l'église, tu sens quand même que ils veulent rester un peu en C'est marge quand même ça surtout de ça, lui quoi. en fait. J'ai l'impression que c'est surtout lui et que elle essaie justement également de s'extirper de ça, de ses propres, des préjugés finalement qu'elle a pu avoir. Et quand il dit, je suis quand même content que tu ne les, comment dirais-je, défendes plus. En fait, ça coupe net la discussion et je crois elle part du canapé. Donc Oui, c'est, peut-être, ouais, elle dit c'est, je vais faire mon yoga. oui, c'est ça. Et tu sens que finalement, même Oui, peut-être elle elle est commence entravée dans son peut-être à souhait. s'ouvrir. C'est ça, elle est entravée dans son souhait, en fait, de finalement être avocate comme elle l'entend. Et si elle a envie de défendre les minorités, elle défend les minorités. Elle défend finalement qui elle veut. Et donc, je trouve que c'est un film qui parle de l'absence de dialogue dans nos mondes actuels et du besoin, en tout cas, d'essayer d'être dans l'empathie, dans le dialogue. Dans un monde polarisé, dans une Dans, société de plus d'es- en plus divisée, D'essayer quoi. de tracer bah, sa propre route, et sachant aussi que le film est inspiré de faits réels Qui se sont euh, passés d'ailleurs en Norvège, qui, qui a déjà été très critiqué pour ça, pour des avis, enfin pour des placements d'enfants comme ça, tout à de fait, manière excessive, sans avoir
une certaine retenue de faire plus d'enquêtes avant, c'est ça. sans forme de procès, quoi. C'était directement. Et donc, Monju s'est fortement inspiré de l'affaire Bodnariu qui s'est passée, donc le procès a eu lieu en 2015-2016. Il s'est inspiré aussi d'articles de presse qui étaient sortis donc en Scandinavie, donc notamment en Suède. Et donc, ce qu'il a remarqué, il parle lui-même qu'il y avait un modèle qui faisait qu'il y avait beaucoup d'immigrés, enfin, c'était finalement beaucoup d'enfants placés au sein de la SE qui étaient immigrés. Et c'était beaucoup plus que la proportion de ce qu'ils étaient dans la société, comme s'il y avait voilà, aussi une facilité à placer plus souvent ce type d'enfants de familles immigrées que des familles, entre guillemets, norvégiennes. Et donc, ce qu'il a dit également en conférence de presse, c'est que la loi a récemment changé en Norvège pour essayer de faire plus de place à la parole de l'enfant et d'avoir vraiment l'importance comment dirais-je, de la proportion de la décision par rapport à l'intérêt de l'enfant et aussi à son âge. Parce que ce qu'on voit dans le film, c'est quand même, ils sont 5 enfants, ils sont placés dans 3 familles d'accueil différentes, la fratrie n'est même pas préservée, enfin c'est juste Oui, hyper cruel et ça doit pas faire plus de bien ah en ben non, faisant il n'y ça, a quoi. aucun intérêt pour les enfants là-dedans. Donc voilà, c'est un Puis film surtout, qui est... bon, après, ça rentre plus dans les détails. C'est sûr que c'est au cas par cas, des gens qui ont des enfants, ceux qui en ont pas. Mais dans le film, c'est quand même sous-entendu que le rapport par rapport à la violence faite aux enfants est très relative au pays, quoi. Et je saurais pas dire, on n'est pas norvégien, on n'a jamais été en Norvège, mais c'est vrai qu'en Norvège, il y a une loi, en fait, c'est depuis les débuts des années 70, en fait, qu'il y a une suppression du droit de la correction corporelle parentale. L'interdiction a été explicite, donc fin des années 80. Il y a eu un renforcement autour de 2010 pour vraiment explicitement en fait interdire les violences, y compris dans l'éducation. Et quand on parle de violence, ça va jusqu'à la fessée et la gifle. Mm. Ce qui fait que en France, on n'est pas du tout dans ce même modèle et dans beaucoup de pays du monde, on n'est pas du tout d'ailleurs voilà, dans ce même rapport-là. Et donc, Manju a fait ce film en Norvège par rapport à une loi norvégienne et je trouverais que ça serait dommage de faire des parallèles avec notre pays Oui, non, c'est sûr. Voilà, qui Oui, s'inscrit pas surtout dans le même schéma. qui veut pas que ce soit manichéen, quoi. Mais que du Voilà. coup, Et d'ailleurs, même la famille elle est montrée autant de manière négative que positive. Il y a un côté extrémiste religieux, peut-être sur le côté ils n'ont accès à rien, ils peuvent pas danser, ils peuvent pas forcément manifester plein de choses personnelles un peu renfermées par la religion, mais d'un autre côté, par certains aspects, ils ont l'air d'avoir des cadres, enfin quelque chose. Donc en fait, c'est très compliqué de juger en fait. Mais je pense que oui, en fait, il a posé, de ce que je comprends, hein, des personnages avec une psychologie qui est plutôt complexe, mais des deux côtés, hein, des différentes familles. C'est-à-dire que personne n'est ni blanc ni noir, tout le monde est gris. C'est-à-dire que d'un côté, cette famille, roumaine, norvégienne, semble plus empathique, mais en même temps, ils empêchent à leurs enfants de vivre dans leur temps et en plus, ils auraient des gestes de maltraitance. Et de l'autre, on a une famille norvégienne qui semble plus progressiste, plus ouverte, mais néanmoins, on a Noura qui est complètement désœuvrée, fait des bêtises, fait le mur. Et même les personnages norvégiens, ils se disent tolérants, mais en même temps, pas tolérants sur tout. C'est-à-dire qu'on peut être libre de choisir son genre, mais par contre, on n'a pas le droit de parler de sa propre religion. Donc il y a aussi, voilà, chacun en fait a ses propres préjugés, ses propres systèmes de croyances, et le film ne dit pas c'est bien ou c'est mal. Il propose en fait des archétypes et des personnages assez clairs, et puis à nous aussi de faire notre propre avis. De même qu'il ne dit pas il faut être pour ou contre la maltraitance des enfants.
En fait, de toute façon, c'est mal d'être maltraitant, mais il propose vraiment Oui, c'est pas une le sujet. caméra neutre, en fait. C'est pas le sujet. C'est comme dans Derrière, Anatomie d'une chute, justement, si tu veux faire rapprochement, c'est quand, ça. en fait, c'est pas important de savoir s'ils ont vraiment été violents ou pas. Ou pareil que dans Il y a un Anatomie. meurtre à la fin. Enfin, Non, en tout cas, si on ne sait pas et si que c'est dans un meurtre Anatomie d'une aussi. chute, est-ce que c'est un meurtre ou pas, Oui. ou un accident. En gros, c'est plus le déroulé, comment les rouages se mettent en marche qui est intéressant. Oui, est-ce que ça va créer aussi chez nous, dans nos réflexions des plus intimes? Est-ce que ça reflète aussi de ce que sont nos sociétés actuelles? Et après, ça se retranscrit aussi un peu dans le lieu, du coup, qui est comme ça, ce fjord très froid, mais aussi très isolé. Où, Très du coup, isolé, bah oui. ça montre comme ça, ouais, c'est une société, en gros, qui se retrouve emprisonnée un peu dans leur... Un peu comme un huis clos, Ouais, finalement. mais du coup, dans leur certitude, et que du coup, les avalanches, c'est un peu ce bouleversement, on va dire, comme on disait tout à l'heure, quoi. Donc voilà, donc c'est assez riche, il y a beaucoup de choses On vous conseille prendre, à vraiment gratter. d'aller le voir, ouais. Et curieux de voir du coup la suite, voir ses prochains films et même ses précédents films, du coup, pour voir si c'est aussi riche que ça. Parce qu'apparemment. Ça a l'air, oui. En tout cas, les thématiques qu'ils proposent ne sont jamais évidentes. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On vous invite à vous abonner si le cœur vous en dit, ou à laisser un petit like ou un commentaire. À une prochaine! Allez, salut!